Imaginez, vous êtes un photographe, pas très connu, pas très riche, et un beau matin, quelqu'un vous offre un Picasso. Vous dites merci évidemment. L'année suivante, cette même personne vous offre une assurance vie à 5 millions d'euros à votre nom. Vous dites encore merci et ça continue pendant 20 ans. Des tableaux de maître, des actions d'entreprise, des propriétés, des virements, de l'argent liquide et encore et encore et encore. Au bout du compte, plus d'1 milliard d'euros de cadeaux. Cette personne, c'est Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France, l'héritière de L'Oréal, 30 milliards au compteur. Et l'homme qui a tout reçu, c'est François-Marie Bagné, photographe parisien, mondain et selon beaucoup, prédateur hors pair. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, parce qu'au milieu de ce scandale, un autre nom va surgir. Un nom beaucoup plus gros, un nom qu'on n'entendait pas. Restez avec moi et ça va devenir dingue. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de Liliane. Parce que pour comprendre comment on arrive à 1 milliard d'euros en cadeau, il faut comprendre qui elle est. Liliane Bettencourt naît en 1922. Son père s'appelle Eugène Schuller, un autodidacte de génie qui en 1909 fabrique dans sa cuisine une formule de teinture capillaire et décide de la vendre. Il appelle ça L'Oréal. Eh bien oui, c'est L'Oréal que vous connaissez aujourd'hui. Liliane grandit donc littéralement entourée de flacons de shampoing et de millions d'euros. Enfant unique, héritière absolue. Il n'y avait personne d'autre. À la mort de son père, elle hérite de tout et d'une responsabilité colossale. Ne pas tout faire exploser. Et bien sûr, elle ne le fait pas. Au contraire, L'Oréal sous sa gouvernance devient un empire mondial. Les 30 milliards dont on parle, c'est le résultat de décennies de fructification. Mais Liliane n'est pas qu'un portefeuille d'actions qui se promène. C'est une femme cultivée, passionnée. Elle lit, elle collectionne l'art, elle fréquente les écrivains et les peintres. Dans les dîners parisiens, elle brille. Elle a de l'esprit, de la curiosité, une vraie vie intérieure. Et puis en 2007, son mari André Bettencourt meurt. André, c'était son oncle, ministre sous De Gaulle, personnage important, marié depuis 60 ans. Avec lui, Liliane formait l'un des couples les plus puissants de France. Sans lui, elle se retrouve seule dans des maisons immenses avec du personnel partout et bien sûr des amis qui ne sont peut-être pas tous là pour de bonnes raisons. À ce moment-là, elle a 85 ans et c'est là que Bagné entre vraiment en scène. Maintenant, parlons de François-Marie Bagné. Eh bien, c'est un personnage qu'on n'inventerait pas. Il naît en 1947, de famille modeste, pas de réseau, pas d'argent. Mais très tôt, il comprend quelque chose que peu de gens comprennent si jeunes. Les riches s'ennuient. Les riches ont besoin d'être fascinés. Et lui, il sait les fasciner. À 17 ans, il se retrouve dans le cercle de Salvador Dali, le grand peintre surréaliste, excentrique, capricieux. Et Dali l'adore. Bagné a ce truc, cette énergie, cette insolence brillante, cette façon de rendre chaque conversation mémorable. Après Dali, c'est Andy Warhol, puis Samuel Beckett, Roland Barthes, Tennessee Williams. Bagné collectionne les génies comme d'autres collectionnent des vignettes Panini. Il devient photographe et là, il est réellement bon. Ses portraits ont une vie, une vérité. Il écrit aussi des romans, du théâtre. Le talent est là, ne nous trompons pas. Pour ça, il n'y a rien à dire. Mais son vrai don, son talent le plus dangereux, c'est d'entrer dans la vie des gens très riches, très seuls et de ne plus en repartir. Il a ce regard, cette façon de vous regarder comme si vous étiez la personne la plus intéressante du monde, cette façon d'écouter qui donne l'impression d'être enfin compris. Avec les femmes âgées et fortunées, c'est particulièrement efficace, presque chirurgical. Dans les années 80, il rencontre Liliane Bettencourt et le lien qui se crée entre eux est compliqué à définir. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas vraiment de l'amitié non plus. C'est quelque chose de plus trouble, une dépendance, une fascination. Liliane dit qu'il est l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Bagné dit qu'elle est son amie la plus chère. Et pendant que ces déclarations fusent, les cadeaux commencent. D'abord petits, discrets, presque normaux, puis de moins en moins petits. Maintenant, accrochez-vous, on va essayer de faire la liste de tout ce qu'il a reçu. Parce que la liste, c'est important, ça permet de réaliser ce qu'on est en train de lire. Eh bien, Liliane Bettencourt donne à François-Marie Bagné des toiles de maître, Picasso, Matisse, des œuvres à plusieurs millions d'euros pièces. Elle les a données comme ça. Une assurance vie de 100 millions d'euros à son nom à lui. Une seule assurance vie de 100 millions. Des actions L'Oréal. Une partie réelle, tangible de l'empire familial. L'héritage d'Eugène Schuller. Transféré à un photographe qui n'a jamais eu le moindre lien avec l'entreprise. Des propriétés, des virements réguliers, de l'argent liquide en vrac. Certains parlent même d'1,5 milliard. Et tout ça sur 20 ans. Maintenant, voilà la question qui devrait vous rendre fou. Comment c'est possible que personne ne dit rien? Ses conseillers financiers le savaient, son notaire le savait, son personnel le voyait. Et pourtant, silence. Personne ne lève la main, personne ne sonne l'alarme. Pourquoi? Parce que Liliane signait. Elle signait tout. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait. Elle était Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, qui allait lui dire non. Et puis il y a le majordome, Pascal Bonnefoy. Homme discret, professionnel, il travaille pour Liliane depuis des années. Il observe, il écoute. À un moment donné, il décide de mettre un dictaphone dans le bureau de Liliane. On ne sait pas exactement pourquoi il le fait. Peut-être qu'il s'inquiète, peut-être qu'il a ses propres raisons. Toujours est-il qu'il enregistre des heures de conversation dans le salon de Liliane Bettencourt. Et ce qu'il va capter va faire l'effet d'une bombe. On attend Bagné dans ses enregistrements. On l'entend charmer, rassurer, s'indigner.
quand quelqu'un remet leur relation en question. On entend une vieille dame dont toute la vie semble orbiter autour de lui. On entend des discussions sur des donations à venir, sur des projets, sur de l'argent. On entend autre chose, quelque chose que personne n'attendait. Des noms, des enveloppes, de la politique. Mais on n'est pas encore là. Bonnefoy remet les enregistrements à la fille de Liliane et c'est là que tout explose. Françoise Bettencourt-Meyers, fille unique de Liliane Bettencourt. Héritière en attente, mais surtout une femme qui n'a jamais eu avec sa mère une relation simple. Liliane est brillante, dominante, mondaine. Françoise est plus discrète, plus intellectuelle, moins à l'aise dans les dîners smoking. Ces deux femmes ne se ressemblent pas du tout. Et pendant des années, Françoise a regardé Barnier prendre de plus en plus de place dans la vie de sa mère, sans vraiment savoir comment réagir. Et puis elle écoute les enregistrements. Et là, c'est terminé. En 2007, elle porte plainte. Chef d'accusation, abus de faiblesse. L'abus de faiblesse est un crime qui consiste à profiter de la vulnérabilité d'une personne, dû à l'âge, à la maladie, à un état de dépendance psychologique pour lui soutirer de l'argent. C'est exactement ce dont elle accuse Barnier. Et c'est là le début du procès du siècle. Pendant des mois, toute la France suit ça. Les unes des journaux, les plateaux télé, les magazines. C'est dramatique, c'est fascinant, c'est indécent. On adore et on ne peut pas s'arrêter. Au milieu de tout ça, Liliane Bettencourt en personne. Elle témoigne, elle dit qu'elle donne librement, qu'elle est parfaitement lucide, que Barnier est son ami et qu'elle fait ce qu'elle veut de son argent. Elle dit que c'est sa fille qui se trompe, que Françoise est manipulée par des avocats et des conseillers qui veulent la contrôler elle. Et bien sûr, effet spectaculaire, la mère et la fille en guerre devant les caméras du monde entier. Voilà la vraie question, celle qui est au cœur de tout. Liliane est-elle vraiment libre? Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Légalement, elle signait les documents. Elle parlait de façon cohérente. Personne ne pouvait dire qu'elle était folle. Mais les experts psychiatriques mandatés par le tribunal ont dit autre chose. Ils ont décrit une femme dont les capacités de jugement s'étaient érodées progressivement. Une femme incapable d'évaluer les vraies conséquences de ses actes. Une femme qui vivait dans une réalité en partie construite et entretenue par Barnier. La question n'était pas est-elle folle? La question était est-elle libre? Et la réponse des juges sera non. Alors voilà, on a une affaire juteuse, une héritière milliardaire, un photographe mondain, 1 milliard d'euros en cadeau, une fille qui attaque sa mère en justice. C'est déjà beaucoup, je pense que ça suffit. Mais les enregistrements du majordome, c'était comme une boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, on ne peut plus la refermer. Dans ces heures et des heures de conversation captées à l'insu de tous, il n'y avait pas que Barnier. Il y avait d'autres discussions, d'autres noms, d'autres sommes qui circulaient en dehors de tout circuit officiel. Et un nom revenait en particulier, Nicolas Sarkozy, le président de la République française en exercice à l'époque. Selon les enregistrements et les témoignages qui vont s'enchaîner, des sommes d'argent en liquide auraient été remises à des proches de Sarkozy pour financer sa campagne présidentielle de 2007, l'année de son élection. Des enveloppes du cash hors de toute comptabilité légale. Un autre nom surgit, Éric Woerth, trésorier de l'UMP, le parti de Sarkozy, dont la femme, par une coïncidence absolument remarquable, travaille comme gestionnaire de fortune pour Liliane Bettencourt. La France s'arrête. On n'est plus dans la saga d'une famille riche et d'un photographe profiteur. On est dans quelque chose qui touche au cœur du pouvoir, à la façon dont la politique se finance vraiment dans ce pays, au lien entre les grandes fortunes privées et les gouvernements qu'elles aident à élire. Sarkozy est mis en examen, suspecté officiellement pour financement illégal de campagne. Il sera finalement relaxé dans cette affaire spécifique, faute de preuves suffisantes. Mais cette relaxe n'efface rien. Le pays a vu, le pays a compris, et l'image que cette affaire a laissée, c'est celle d'un monde où l'argent privé et le pouvoir politique se mélangent dans des salons feutrés, loin des caméras. Cette image-là, elle ne disparaît pas avec un jugement. Des années passent, les procédures s'étirent, les appels s'accumulent. Et finalement, le verdict tombe. François-Marie Barnier, 2 ans et demi de prison avec sursis. Pas un seul jour derrière les barreaux. Il doit aussi rembourser une partie des sommes. Une toute petite partie, quelques dizaines de millions sur plus d'1 milliard. Vous avez bien lu. Quelques dizaines de millions sur plus d'1 milliard. Liliane Bettencourt, elle, ne verra pas la fin lucide de ce procès. Sa santé mentale se dégrade au fil des années de procédure. En 2011, elle est placée sous tutelle, confirmation officielle tardive que sa capacité à décider pour elle-même n'était plus là depuis longtemps. Elle meurt le 21 septembre 2017. Elle avait 94 ans. Françoise hérite. Elle devient l'une des femmes les plus riches du monde. Elle prend la tête du conseil de surveillance de L'Oréal. Discrète comme toujours, exactement à l'opposé du cirque que cette affaire a représenté. Et Barnier, il photographie, il expose, il publie. Sa condamnation avec sursis ne l'a pas empêché de continuer comme si de rien n'était. Dans certaines interviews, il parle encore de Liliane avec tendresse, comme d'une grande amie, d'une relation authentique, d'une femme qui donnait parce qu'elle le voulait vraiment. La justice a dit qu'il avait tort. Lui, il maintient sa version. C'est presque admirable, mais dans un genre très particulier. C'est terminé, c'est l'affaire Bettencourt. 1 milliard d'euros. 20 ans de manipulation, un procès qui a secoué la France et en prime un président de la République éclaboussé. Mais ce qui fascine le plus dans cette histoire, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas la politique, c'est quelque chose de plus simple, de plus humain et franchement de plus glaçant. La leçon numéro 1, la solitude est la vulnérabilité ultime. Même avec 30 milliards d'euros, même avec des maisons de rêve et du personnel à l'appel, si vous êtes vraiment seul,
Si personne autour de vous ne vous dit la vérité, vous êtes une cible. Liliane Bettencourt avait tout, sauf quelqu'un pour lui dire non. La leçon numéro 2, l'argent n'achète pas le jugement. Parfois, c'est l'inverse. Plus vous êtes riche, plus les gens ont intérêt à vous flatter. Les vrais amis, ceux qui vous dérangent, qui vous contredisent, qui vous résistent, c'est un luxe que l'argent ne peut pas acheter. La leçon numéro 3, le pouvoir attire toujours les prédateurs. Bani n'était pas un accident, c'était le produit logique d'un système où la fortune extrême crée des opportunités pour ceux qui savent lire les gens. Et dans ce système, la justice arrive toujours trop tard et punit toujours trop peu. 2 ans et demi de sursis pour 1 milliard d'euros, je vous laisse faire le calcul. L'affaire Bettencourt, c'est beaucoup de choses à la fois. Un drame familial, un scandale judiciaire, un séisme politique. Mais au fond, c'est l'histoire d'une femme immensement riche, immensément seule, et d'un homme qui avait parfaitement compris comment ces deux choses pouvaient lui profiter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.